quelques questions, si vous... Question méthodologique pour la dernière. Est-ce que les patients, quand vous répondiez aux dernières questionnaires, étaient au courant qu'ils étaient sur un identifié sans palliatif et bien entendu, on ne répond pas pareil. Mais comment voulez-vous que le patient soit au courant qu'il soit dans un lit de soins palliatifs alors que le médecin ou l'infirmière responsable du service est incapable de nous le dire? Le problème, il est là. C'est un biais quand même pour la réponse Comment des personnes. Je pense que c'est un biais quand même, parce que j'imagine aussi que dans les unités de soins palliatifs, les patients étaient au courant, j'imagine. Non, pas toujours. Tous les patients de soins palliatifs Mais est-ce sont qu'il y pas a au eu courant qu'ils sont dans des une listes. investigation des profils des personnes Alors, par rapport à cette connaissance? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions des critères très stricts d'inclusion et que tous les patients qui ont été inclus sont des patients qui, derrière, ont été codés selon les fourches codines de la codification avec un Z515 en diagnostic principal ou associé. Voilà. Maintenant, c'est du rétrospectif. Mais en tout cas, au moment de l'inclusion, le patient avait tous les critères d'une prise en charge palliative. Béatrice Attal, je suis médecin en unité de soins palliatifs. C'était pour intervenir par rapport à des derniers chiffres sur effectivement peut-être l'insuffisance de prise en charge d'un certain nombre de symptômes en unité de soins palliatifs. Ces chiffres ne sont pas du tout et correspondent finalement à notre réalité du terrain. Ça fait 20 ans, on parlait à midi, notamment avec les collègues, ça fait 20 ans que je travaille en unité de soins palliatifs. Quand j'ai commencé en 1991 à faire des soins palliatifs, les malades arrivaient avec des Doliprane à l'UST. J'introduisais du scanner 2x10 et miraculeusement, je les sauvais. Maintenant, les malades arrivent à l'unité de soins palliatifs. Ils ont déjà été vus par les services de prise en charge de la douleur dans les postures oncologiques. Ils ont été vus par des équipes mobiles de soins palliatifs. Et quand toutes ces équipes se retrouvent aux limites de leurs possibilités, on nous les adresse en unité de soins palliatifs. Moi, quand les malades arrivent chez moi à l'heure actuelle, ils ont la PCA morphine, ils ont la kétamine, ils ont le neurontin, ils ont à peu près tous les médicaments, ils ont mal, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on a déjà très souvent tout mis. Alors, on a les phénomènes hyperagiques, on a mis par la morphine, on a l'angoisse, on a toutes ces choses-là. Et j'ai le sentiment depuis quelques années d'être tout souvent en train de devoir gérer en unité de soins palliatifs nos échecs dans les prises en charge de ces patients qui... alors, bien sûr, on a aussi des bons résultats, mais on a très souvent des patients qui sont en 4e, 5e, 6e ligne de chimiothérapie, qui sont tous une métastase en haut jusqu'en bas. Ils ont eu un parcours extrêmement difficile, ils sont hyper angoissés. La plupart du temps, c'est cette angoisse qu'on trouve nous au premier plan qui exacerbe la plainte, que ce soit de la douleur ou d'autre chose. Et puis, très souvent, quand même, au bout d'un moment, on arrive à rendre supportable les choses. Je n'ai pas le sentiment qu'on arrive à enlever tous les symptômes. Et on a souvent des patients, en tout cas, c'est l'expérience de l'unité dans laquelle je suis, on a les patients les plus difficiles, les plus compliqués à prendre en charge, c'est ceux-là qu'on va retrouver. Et je sais qu'on a quand même très souvent des difficultés à prendre en charge tous les symptômes. Ces chiffres ne sont, il faudrait que je les confronte à la littérature internationale, mais bon, ils ne sont pas si exceptionnels que ça. Hein, c'est ce qui est. On a quand même, quand on voit ça, on peut se dire que la question, peut-être, n'est pas du tout uniquement pharmacologique, hein, bien sûr que non, mais on a certainement une marge d'amélioration. Et en tout cas, un des sous-produits, peut-être
le dis un peu en primeur, c'est que ce qu'on met en évidence, ce qui nous semble mettre en évidence, c'est que autant pour des patients qui sont plutôt en relativement bon état général, comme on avait pu le faire lorsqu'on avait validé les questionnaires MDSI en français la première fois avec des patients qui étaient autonomes, on avait des symptômes, notamment le symptôme douleur, était bien isolé, etc. Là, quand on fait ce qu'on appelle une ACP, une analyse en composantes principales, c'est-à-dire qu'on regarde comment varient les différents symptômes, sur les 13 symptômes qu'on avait listés, eh bien on se rend compte qu'on est plus dans quelque chose qui est beaucoup plus global, beaucoup plus un tout. Et peut-être que ça serait, je me mets un conditionnel, une interprétation de ce que pourrait être ce que Cécile Zander avait appelé la douleur totale, le total pain, ou la dyspnée totale, des choses comme ça. C'est-à-dire que non plus une douleur isolée, mais une douleur qui prend associée à des quantités d'autres composants et qui varie dans le même sens que les composants. Ça serait un sous-produit d'études, ça serait hyper intéressant. J'espère qu'on va pouvoir, avec Christian et tous les autres, aller aussi dans ce sens-là. Bonjour. Une question sur les chimiothérapies palliatives et les radiothérapies palliatives. Est-ce qu'elles peuvent rentrer justement dans la cotation T2A des lits identifiés soins palliatifs? Parce que c'est une grande question dans votre service où les soignants et moi-même, on ne comprend pas qu'un patient ne puisse pas justement intégrer cette liste, cette étiquette soins palliatifs, parce qu'ils sont toujours en soins, entre guillemets, alors que c'est des soins justement pour être dans un soin continu et favoriser une meilleure prise en charge du patient et sa douleur et de son corps, et non plus dans une visée curative. Et on n'a pas trop de là-dessus, donc je voulais questionner les médecins qui parlaient justement de À ma connaissance, non. Je sais pas si ça marche. À ma connaissance, non. Je ne crois pas qu'on puisse coder un séjour dans lequel il y a une chimiothérapie. Je ne crois pas qu'on puisse le coder en Z51.5. Alors justement, c'est bien. On est nombreux. On est en équipe. Juste pour préciser, je suis médecin d'équipe mobile de soins palliatifs dans un centre hospitalier général et je fais un contrôle mensuel avec le DIM sur tous les Z515 de l'établissement en regardant les dossiers. Et si on a une chimiothérapie palliative ou une radiothérapie palliative, mais qui s'inscrit dans une démarche palliative avec la prise en charge autre, avec d'autres compétences, et que ça s'inscrit dans un projet, on peut être sur un Z515, soit en DT et sur un LIS, soit sur un DAS. Mais il faut qu'il y ait une démarche complète, comme tu l'as présenté Daniel. La chimiothérapie dite palliative n'est pas un élément qui fait rentrer en Z515 s'il est seul, isolé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Oui, il y a un monsieur qui a levé la main. C'est pour répondre en temps. Je pense qu'il y a quand même une ambiguïté. C'est pas aussi simple d'avoir les codages et grâce au DIN, effectivement, ils reprennent les dossiers d'une part. Moi, il y a deux réflexions. C'est que, bien sûr, avec les thérapies ciblées, on a remarqué dans le groupe, on va être obligé de revoir tous ces questionnements. En fait, dans l'algorithme que tu citais de la CNAM, l'état d'esprit quand même, c'est d'avoir une rigueur sur éventuellement la réflexion de l'arrêt des traitements spécifiques dont on sait, pour certaines pathologies, cancer du poumon, etc., que ça peut être très délétère. Donc là aussi, c'est un problème de terminologie, parce que qu'est-ce qu'on appelle une radiothérapie antalgique? Si on fait 8 grés, c'est bon, un flash. Si c'est une radiothérapie qui monte sur dans un cancer du poumon, on n'y est pas. Voilà, donc je veux dire, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Par contre, nous, on nous envoie des réflexions. Par exemple, on accueille un USP, un patient avec une tumeur ORL, avec un envahissement loco-régional important, un pansement, mais qui est également polyvasculaire, amputé et dialysé. Je veux dire, on te demande, oui, mais vous faites du curatif aussi, puisque vous n'arrêtez pas la dialyse.
Donc, vous voyez, ces questions, je pense qu'elles sont à venir et elles vont peut-être évoluer dans le temps en termes de chimio. Il y a aussi des personnes très âgées sur les leucémies qui sont symptomatiques avec 32 000 globules blancs. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Et les DIM, pour le moment, jouent un petit peu sur ce qui est classant et qui passe au roi en argumentant après dans les dossiers. Je ne sais pas si quelqu'un peut... En tout cas, dans l'algorithme, il est bien écrit que quand on a une situation clinique multiple, c'est-à-dire que là, il y a à la fois des soins palliatifs, de la chimiothérapie. Si on est dans une chimiothérapie multiple, c'est-à-dire répétitive, ça ne rentrera pas. Hein, on ne pourra pas coder Z51.5. Si c'est une chimiothérapie, une séance isolée, à ce moment-là, on peut coder soit chimiothérapie, soit soins palliatifs, mais ce qui sera retenu, c'est la prise en charge qui aura mobilisé le plus de ressources. Voilà. Donc à ce moment-là, il faudra montrer que la chimiothérapie, ça aura été un petit truc dans le coin, avec beaucoup d'effets secondaires quand même. Hein. C'est un petit truc dans le coin. Et puis par ailleurs, on aura développé énormément de compétences et de prestations autour de la personne pour... Donc vous voyez, c'est absolument pas systématique. Ça doit être réfléchi dans la situation de chaque personne, et on ne peut pas dire une chimiothérapie palliative peut être codée Z51.5 dans certaines situations. Et vous avez raison, tu as raison Mireille, les DIM, ben voilà, c'est vrai que le DIM, c'est celui qui va permettre quand même d'équilibrer aussi le budget. Il va faire le maximum pour tirer tout dans le sens qui va être au bénéfice de l'établissement. Il faut se méfier parce que si jamais on est redressé, c'est à la fois on perd le séjour et en plus on a une pénalité. Donc il vaut mieux être clair. Bonjour, je suis jeune médecin en équipe mobile de soins palliatifs, jeune récent. Jeune un peu quand même, mais récent. Donc je m'interroge sur, ma question c'est à la frontière avec contrôle, traçabilité et financement. Je m'interroge sur la valorisation d'un travail d'une équipe mobile de soins palliatifs quand le codage et donc la tarification du séjour est dépendante du courrier du service d'accueil, où il est parfois un peu frustrant de voir 15 jours de prise en charge acharnée par toute une équipe d'intervenants soins palliatifs résumés en une phrase de les symptômes ont été pris en charge par l'UMAS qui a rencontré la famille, point. Ça permet de coder un Z51.5 et puis voilà. Et ma question c'est est-ce qu'il y a des moyens autre que la valorisation financière d'un séjour pour mettre en avant les compétences et les activités d'une équipe mobile de soins palliatifs au sein du coup des autres services et donc de l'activité des listes. Et c'est peut-être en tout cas, on ne doute pas peut-être je vais dire des choses énormes, hein, parce que bon, les équipes mobiles vont rendre compte de leur activité, mais indépendamment de tout ce qui est codé et ce qui entraîne le codage et la valorisation financière. C'est sûr que si, dans votre bilan, vous mettez des papiers comme ça, au bout du compte, vous vous direz « mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc ça veut dire que vous, c'est à vous de valoriser votre activité. Hein, c'est-à-dire que vous êtes allé voir 3 fois la personne, il y a eu l'évaluation de la douleur, il y a eu accompagnement de la famille, il y a eu écoute des soignants, et éventuellement soutien des soignants, il y a eu tel et tel, et c'est vous qui allez le valoriser. Mais en tout cas, alors ça, je crois qu'il y a une grille de valorisation des équipes mobiles. Mais ça, c'est indépendant, mais vous avez raison, peut-être ça peut rentrer aussi dans le contrôle, ça existe en tant que contrôle sur l'activité des équipes mobiles, vous avez raison. Parce que parfois, c'est un des arguments vis-à-vis de la direction qui cherche des indicateurs aussi sur l'activité et donc la valorisation des séjours de par notre intervention. Oui. Oui, mais votre intervention ne valorisera pas davantage, ne donnera pas de sous, enfin voilà, on est trivial, ça ne donnera pas de sous. Mais par contre, ça améliorera sûrement la qualité de la prise en charge, ça on est d'accord. Je voulais juste compléter par rapport à la chimiothérapie palliative, ce que disait Daniel. En oncologie, ce qui se développe aussi au niveau international, une définition assez claire de ce qu'est la chimiothérapie palliative, c'est-à-dire que c'est une chimiothérapie dont l'efficacité va être évaluée cliniquement. Je pense que c'est un repère qui prend, voilà, qui a un sens clinique,
s'insère assez clairement dans une démarche palliative. C'est-à-dire qu'une chimiothérapie où on va contrôler le marqueur, on va refaire un scanner, c'est pas une chimiothérapie palliative telle qu'on peut l'inclure dans une démarche palliative. Je crois que c'est un repère que nous on essaie de faire passer sur l'assistance publique et qui est par ailleurs validé dans mon organisation. Si l'équipe mobile donne des mois au film sa liste de patients qui vont parler de Covid avec la feuille, 3 symptômes dans l'intervenant, nous, notre team nous a dit parfois, effectivement, comme ce médecin a dit, l'équipe mobile est intervenue une fois, ça ne suffit pas, mais si c'est croisé avec le sujet d'activité, le team s'en sert. Soit pour coder les X515 hors liste, soit ceux qui sont en liste, parce que Mme Parchak était correcte, c'est qu'on peut coder et des séjours classiques et des séjours en liste. Et donc on retrouve notre trace tracée à chaque vendredi. Un courrier de synthèse complet d'un patient avec une entreprise sociale, etc., c'est toujours un plus pour répondre au jeune médecin qui vient d'intervenir. Merci, merci. Bien entouré quand même. Oui, comme vous évoquiez le comité régional tout à l'heure, et cette envie réciproque de se réunir avec l'ARS, c'est vrai que c'est important de valoriser ce qui est fait en équipe mobile, on en a parlé tout aujourd'hui, parce qu'on a des financements mixtes et on n'est pas sûr, au fur et à mesure, il y a des coupes franches. C'est vrai que s'il y avait à venir une analyse de la valorisation avec la T2A, SSR, LCO, on pourrait voir des projets institutionnels peut-être permettre de renforcer ces équipes. Enfin, je ne sais pas ce qui serait possible, mais quand même, il y a une réflexion à avoir. Alors, nous, ce qu'on a fait depuis longtemps, c'est et on le fait au niveau régional, on essaie d'harmoniser, ça venait de Toulouse 96 à l'époque, c'est de tracer l'activité des équipes mobiles, d'avoir des bilans d'activité très solides, et ces bilans apparaissent sur Clinicom, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la valise, n'importe quel service peut retrouver les dates, la trace, les réunions RCP, les staffs, le passage du médecin, du psycho, de l'infirmière. Donc déjà, ça c'est un super outil, moi je pense qu'il faudrait l'étendre et l'harmoniser. Et d'autre part, bon, Bénédicte Corbière n'est pas là, mais il y a eu un travail très important de fiches de synthèse d'intervention des ENSP, qui est un outil aussi de communication de la même façon pour les praticiens qui rédigent les courriers de sortie. Il faut obtenir non pas une phrase, il faut se débrouiller pour que les cadres de santé, le projet de service, ça remonte en bureau de pôle et qu'il y ait une véritable reconnaissance de cette activité formalisée. Voilà, il me semble. Bon, on va prendre une dernière question. Ça marche? Oui. Voilà. Je suis médecin dans le département de l'Inde, alors c'est un peu en dessous de chez Godefroy, c'est dans la région centre. Alors moi je voudrais vous parler des établissements médico-sociaux. Alors là je suis médecin référent de soins palliatifs, avec un DU de soins palliatifs, etc. Et notre établissement gère 665 lits sur le département, USLD, USLD, UHR, EHPAD, etc. La démarche, nous avons 3 lits identifiés en USLD. La démarche palliative, nous essayons de la construire au mieux en collaboration avec nos collègues de l'équipe d'accueil départementale en soins palliatifs, avec le comité départemental en soins palliatifs, avec le réseau régional de soins palliatifs en région centre, qui est en lien lui-même avec l'agence régionale de santé de la région centre, et tout ce petit monde essaye de ce qu'il peut et pour améliorer la démarche palliative. Alors la question qui se pose évidemment, vous avez voilà, c'est bon, comment on va continuer, avec quels moyens, et j'étais très attentif à savoir quel développement pouvait avoir justement la démarche palliative dans nos établissements médico-sociaux, où vraiment tout le monde, je pense, est motivé, fait beaucoup d'efforts, et nous essayons de faire un vrai travail avec les médecins de terrain, les médecins généralistes, avec les spécialistes, etc. On a un petit département, 265 000 habitants, c'est un des plus grands de France, 12 à 14
14 habitants au kilomètre carré, quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis j'ai été très intéressé par les crédits DAF. Je ne sais pas ce que c'est, donc voilà. Merci. Moi, j'ai quand même envie de donner un message positif. Parce que c'est vrai qu'on est tous en difficulté, on se dit il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est des choses... Bon, moi, je fais faire le dinosaure ce matin. Godefroy, tu disais les temps changeront quand les dinosaures se partiront. Quand je partirai, ça ne change pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'au fil du temps, on continue à dire qu'on n'a pas de moyens, mais on est de plus en plus nombreux. Les choses avancent, il y a des choses qui bougent, on voit des choses qui se mettent en place et qui nous permettent petit à petit de répondre. C'est vrai qu'on galère, c'est vrai qu'on a déjà galéré, on continue à galérer, mais moi je trouve que ça avance. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous.